Alors, je suis content que vous découvriez les affections respiratoires, mais c'est toujours comme ça. Laissez-moi terminer. Je vous emmerde pas quand vous posez des questions, laissez-moi répondre. Prenez pour l'imbécile, enfin, franchement. Je me suis moqué du conseil scientifique pour des raisons qui sont bien plus complexes que celles-là. Bonjour à tous, chers amis. Avant de voir les tentatives de manipulation du journaliste qui travaille pour la propagande de la peur, je vous décrypterai la maîtrise du professeur Raoult dans les réponses savamment délivrées. Je vous apporte immédiatement une autre manière de lire les chiffres officiels de la crise politico-sanitaire qui nous intéresse. L'excuse du nouveau confinement est la potentialité de surcharge des services de réanimation. Le calcul des cas positifs représente à plus de 99% des personnes en bonne santé. Tout d'abord, la manipulation des chiffres. La mortalité étant ridicule, les menteurs professionnels vous affichent des chiffres de services en hausse, détournent la manière d'afficher les informations comme en proposant des cumuls ou trafiquant les courbes. Regardez plus en détail. Le cumul des décès, depuis quand ? Si c'est depuis le début de l'épidémie, bravo, le chiffre est minuscule à côté des autres causes de mortalité. Je vous rappelle qu'il y a des milliers de gens qui meurent tous les jours. Mélange de la réanimation et des soins intensifs. Personne ne parle des lits de réanimation dans les hôpitaux militaires ou privés qui peuvent être utilisés. Qu'a fait le gouvernement depuis le mois de mars pour augmenter le nombre de lits en réanimation ? Subvention pour la Covid. Le détournement des personnes âgées en EHPAD ramenées à l'hôpital par soi-disant précaution, c'est surtout pour toucher des subventions. C'est officiel depuis plusieurs années, les médecins sont subventionnés pour certains actes médicaux. Aujourd'hui, de déclarer une prise en charge ou un mort par Covid est beaucoup plus rentable que de l'associer à sa vraie cause. Gestion des soins. Des moyens toujours en baisse pour les services de la santé. C'est pas nouveau, il y a eu beaucoup de manifestations dans ce sens. Un autre fait que l'on ignore souvent, des chambres libérées mettent plus de 18 heures à être nettoyées pour mettre un autre patient. Une fois de plus, ce n'est qu'un nettoyage qui permettrait de limiter l'encombrement des chambres. Beaucoup de respirateurs n'ont pas d'oxygène, ou le volume préconisé est insuffisant pour permettre un rétablissement plus rapide. Une fois de plus, si vous vous renseignez auprès des vrais réanimateurs, vous aurez des informations bien plus précises que celles qui sont données par le gouvernement. Qui cherche trouve. Vous pouvez croire les mêmes que ceux qui nous emprisonnent chez nous ou chercher des informations qui ne sont pas données par les vendus qui souhaitent nous faire peur. Une très grande partie des nouveaux virus variants de la Covid en circulation sont plus inoffensifs que la grippe. C'est démontré, prouvé par les scientifiques, pas ceux qui ont des conflits d'intérêts ou qui sont manipulés par le conseil scientifique, qui est maintenant un conseil d'asservissement. Vous êtes un professeur mondialement reconnu et estimé, cela m'amène d'autant plus à être sans détour pour commencer cet entretien. Sans détour. Et dans la phrase sans détour, il y a détour. Attendez-vous à ce qu'il montre des signes de perversion. Alors que l'épidémie s'emballe, est-ce que vous vous dites, est-ce que vous reconnaissez que vous vous êtes trompé dans l'évaluation de cette épidémie? Alors je ne parle pas de vos déclarations de janvier-février, tout le monde s'est trompé. Non, je parle de vos déclarations depuis l'été. Est-ce que vous reconnaissez que vous vous êtes trompé? Écoutez, je vois pas ça comme ça, mais je vais voir pourquoi nous voyons les choses de manière différente. Lorsque vous répondez à une question formulée de manière perverse comme celle-ci, vous acceptez en partie la question, donc la réponse sera conditionnée. Il est donc dans ce cas de figure très important de ne pas répondre à la question. Et là, très sereinement, le professeur Raoult a fait savoir que les points de vue étaient divergents et qu'il souhaitait comprendre pourquoi. Donc à la fois dans sa réponse, il ne répond pas à la question parce que la question est mal posée, et deuxièmement, il reste ouvert pour aller plus loin dans la conversation. Il propose ainsi à son interlocuteur de reformuler ou d'explorer des solutions. Il n'est pas de foi. C'est jamais arrivé, c'est pas arrivé probablement depuis 30 ans, que je n'ai parlé d'une chose qu'en disant que je ne prédisais jamais rien. J'ai passé ma vie à dire ça. Et quand les gens me demandent ce qui se passe, je commence toujours par dire « je ne sais pas ». Donc après que vous déduisiez autre chose que ce que je dis, qu'après, c'est un peu la spécialité de la télévision, de découper les morceaux en oubliant de commencer par dire « écoutez, je ne prévois jamais rien ». Vous dites ça à chaque fois au début des entretiens, mais quand on vous écoute...
La puissance du mais. Quand vous dites mais, vous annulez ce que vous avez dit avant le mais. Vous dites ça à chaque fois au début des entretiens mais. Cela veut donc dire que le début ne l'intéresse pas et c'est une manière de le ramener sur son terrain de jeu. Car lui, son but, c'est de faire peur. Non, si on revient sur vos déclarations. Je dis ça, point final. C'est-à-dire, et je peux vous dire, j'écrivais ça dans mon premier Que sais-je en 1998. Je prends les gens qui prédisent pour des sorciers. Je disais même, vous savez, on habite ici à 30 km de Nostradamus et je ne suis pas Nostradamus. Professeur, votre déclaration du début août. Le Conseil scientifique, fin juillet, il dit « Il est hautement probable qu'une seconde vague épidémique soit observée à l'automne ou à l'hiver prochain ». Le 4 août, vous répondez pas, mais enfin, vous répondez d'une certaine manière. La forme actuelle est à un niveau de gravité qui est l'un des plus bas de toutes les affections respiratoires. Je ne suis pas inquiet. Et vous ajoutez un peu plus tard, le 14 septembre, c'est il n'y a pas si longtemps, devant le Sénat, la situation actuelle ne m'inquiète pas. Le virus a muté, il paraît lié à des formes moins graves. Ça, c'est pas de la prédiction au sens propre, mais c'est un sentiment. Non, c'est pas du tout un sentiment, c'est qui a été. Non, c'est pas du tout un sentiment. Qui a été démenti. Non, mais vous confondez les sentiments, la connaissance, pas du tout. On vient de sortir une publication qui est online sur toute la saison juillet-août, dans laquelle la gravité est infiniment plus faible que celle que nous avions vue avant. C'est un variant qui est un variant différent. On sait qu'il est venu d'Afrique. Maintenant, on a les génomes que l'on compare. Vous avez un problème, si vous voulez. Vous avez un problème, c'est que vos références scientifiques ne sont pas des scientifiques. Vous avez un vrai problème. Mais c'est pas des références scientifiques. Laissez-moi terminer. C'est pas des références scientifiques. Laissez-moi terminer. Nous avons publié, c'est de la science, dans des journaux scientifiques, que l'épisode de juillet-août était radicalement différent, et d'ailleurs qu'il est dû à un variant différent, et que le variant qui existait en mars, avril, mai a disparu. Donc c'est pas la même chose. Maintenant, nous sommes encore dans une autre situation que je n'avais pas plus prévue, et donc celle-là a fait une courbe en cloche, ce qu'on appelle le variant Marseille 1, elle a fait une courbe en cloche. Elle était de manière incroyablement moins dangereuse que tout ce que nous avions vu. Et y compris, ici on a une professeure d'hématologie qui surveille parce que ça donne des troubles de la coagulation, en disant, pour cette épidémie-là, je ne sers à rien. Il n'y a aucun trouble épidémique. Vous êtes en train de nous dire que ce n'est pas la même épidémie. C'est pas la même. On parle plus du coronavirus. Encore une volonté de semer la confusion. Quand il pose la question, ce n'est plus le coronavirus. Le coronavirus est un ensemble de virus qui existe depuis plus de 10 ans. Et le Covid-19, qui est arrivé donc en fin d'année 2019, est une variante. Aujourd'hui, cela n'a plus rien à voir. D'une certaine manière, c'est comme si tous les ans, il y avait une nouvelle grippe et on parlait d'une seconde vague et d'une troisième et d'une quatrième et ainsi de suite. Si cela fait 100 ans qu'on observe des épidémies de grippe, cela voudrait dire qu'on en est à la 101e vague ? Non, mais vous parlez du On parle coronavirus. quand même du coronavirus. Non, vous parlez du coronavirus, mais ça n'est pas... Il se trouve que... Et vous voyez bien, c'est qu'on a un niveau de savoir qui n'est pas le même. Oui. Et donc, vous m'opposez des notions, si vous voulez, de collège. Si vous voulez, moi je vous parle en scientifique et vous n'entendez pas ce que je dis. On ne va pas remettre ce dialogue-là parce que je n'ai aucune prétention scientifique. Mais je me réfère à vos déclarations. Non, mais mes déclarations étaient parfaitement exactes. Elles sont publiées. Vous savez, vous jasez beaucoup. Moi, non, écoutez-moi, je ne jase écoutez-moi. pas. Je ne fais que reprendre vos déclarations, professeur. Mes déclarations, et avec courtoisie et respect. Ah là, ça picote un petit peu. Avec courtoisie et respect. Effectivement, il y a plusieurs manières de recevoir des informations, et là, il semblerait que David Pujadas ait été blessé. Effectivement, le niveau de science est différent, comme il l'est avec chacun de nous. Le journaliste est là pour ramener sur son terrain de jeu qui est la peur et la confusion. Ce que je vous ai dit, je l'ai écrit, je l'ai publié, et c'est vrai. Point final. Donc, nous, vous savez, j'en suis à 80 publications scientifiques pendant que tout le monde a un avis sans faire une seule publication scientifique. Alors, vous savez, je m'en fiche un peu. Ça ne m'altère pas, mais clairement, en juillet-août, il s'est passé quelque chose de radicalement différent de ce que nous avions, qui était incroyablement moins sévère, d'accord ? Ça n'est plus le cas maintenant, si vous voulez savoir. Nous avons un autre variant. Ce variant me paraît, lui, venir d'Europe du Nord et d'Angleterre. Il est probablement le premier est arrivé par bateau du Maghreb, le variant 1. Le variant juillet-août. Le variant juillet-août. Et on sait maintenant, parce que comme on est seul dans ce pays à faire des génomes de manière régulière,
on sait que c'est les mêmes que les génomes qui circulent en Afrique actuellement, parce qu'on a des correspondants en Afrique. Donc il y a un génome africain qui est arrivé en juillet, on sait par où il est arrivé, on sait quand il est arrivé sur un bateau, on connaît la ligne sur laquelle il est arrivé, on sait qu'il y a une épidémie sur ce bateau parmi les marins, on les a testés, on sait quel est leur génome, et donc on sait exactement ce qui s'est passé en juillet-août, et il s'est éteint, comme le premier s'éteint, pour des raisons qu'on ne comprend pas. Et puis il en est apparu d'autres, y compris un qui est celui qui fait 75% des cas que nous avons à Marseille actuellement, qu'on appelle le variant 4. Et ce variant 4 vient d'Europe du Nord, et on pense qu'il est venu au moment de la grande saison touristique de Marseille. Ce sont des variants, mais il s'agit bien du coronavirus. Mais passons là-dessus. C'est un coronavirus, mais passons là-dessus. Une fois de plus, la confusion de mélanger toutes les formes de coronavirus avec la Covid-19 qui a fait plus de morts. Le professeur Raoult l'a dit et l'a répété, la Covid-19 est terminée. Ce sont des variants qui tournent actuellement et qui sont beaucoup plus inoffensifs que le précédent. Sur ce variant 4, professeur, sur ce variant 4, donc là on parle du dernier variant. Prenons un exemple concret. Le 25 septembre, vous dites, les médecins, les professeurs marseillais diffusent des messages alarmistes. Vous lancez des messages alarmistes qui ne reflètent pas la réalité, leur dites-vous, et là on parle d'il y a un mois, donc vraiment du dernier variant, vous portez une responsabilité dans les mesures déraisonnables qui ont été prises à Marseille. Or ces médecins, eux, ils disent, le stress, épuisement de nos équipes, les médecins marseillais, la tension sur les lits de réanimation nous a déjà contraints à des reports d'intervention chirurgicale et de nouvelles déprogrammations de patients non Covid sont déjà prévues la semaine prochaine. C'est-à-dire qu'y compris sur ce dernier variant, vous diffusez un message qui semble décalé par rapport à la réalité. Non. Il faut reconnaître l'honnêteté quand elle est présente. David Pujadas a bien dit « semble ». Toutefois, si je vous remets l'extrait, remarquez à quel moment les mots sont appuyés, à quel moment il y a des temps d'arrêt, et si vous réécoutez la phrase sans prendre tous ces paramètres en compte, vous vous rendez compte que finalement, il veut juste dire que le professeur Raoult dit des choses différentes de la réalité. Mais quelle est la réalité ? Est-ce que c'est le professeur Raoult qui a raison ou est-ce que ce sont tous les autres ? Une fois de plus, il n'y a pas de valeur absolue. Peut-être que la réalité est entre les deux. Et elle dépend également de l'emplacement, elle dépend des hôpitaux, des personnels soignants, des fonds, Il y a une multitude de paramètres. C'est-à-dire qu'y compris sur ce dernier variant, vous diffusez un message qui semble décalé par rapport à la réalité. Non, c'était juste la réalité, vous n'avez qu'à regarder les chiffres. Moi, je les publie, les chiffres, tous les jours, ceux de l'assistance publique. Donc, il y avait la courbe d'hospitalisation. Nous, on le savait parce qu'on avait des lits vides à ce moment-là. C'est pas possible qu'on ait des lits vides et qu'on soit saturé. On avait des lits vides. Donc, quand les gens, après, chacun a ses raisons et chacun a sa nature pour exprimer son angoisse. Nous, on avait des lits vides. Or, on est le premier endroit à remplir en termes de Covid. Là, je peux vous dire qu'on n'a pas de lits vides. On est plein. Je regardais la courbe qui est publiée tous les jours, et que vous pouvez regarder, parce que l'assistance publique publie tous les jours le taux de remplissage des lits et le taux de remplissage des réas. Donc, les réanimations n'étaient pas pleines à ce moment-là. Mais est-ce que vous n'avez pas péché par optimisme à ce moment-là ? Non, mais on pêche jamais. Les médecins disaient on va vers une situation grave. Et vous disiez non, tout va bien, arrêtez de diffuser des messages alarmistes. Écoutez, ce qui s'est passé... Il y a un mois, 4 semaines. Oui, et ce qui s'est passé en pratique, Monsieur Pujadas, je vous le rappelle, c'est que dans cette situation, le gouvernement a décidé de fermer, une semaine après, il rouvrait. Donc, simplement, vous voulez que j'ai tort. Non, mais pour l'instant, je laisse de côté la politique gouvernementale. Je parle de vos appréciations. Ce qui s'est passé en pratique, c'est qu'au bout d'une semaine, tout le monde s'est rendu compte qu'en réalité, nous n'étions pas à ce moment-là dans cette situation-là, que c'était pas la peine de prendre des décisions anticipées pour une semaine après dire non, finalement, c'est pas la peine. Donc moi, ce que je souhaitais, parce que je ne suis pas de votre nature, je suis de notre nature. Moi, je ne veux pas faire peur aux gens, je ne manie pas la peur pour effrayer les gens. Ça, c'est une chose sur laquelle on peut vous accorder raison. Je vous le dis, je pense que ce pays vit une erreur dramatique, qui est la dramatisation perpétuelle pour quelque chose dont, à la fin, qu'est-ce qu'on va suggérer ? Que tout le monde reste enfermé toute sa vie parce qu'il y a des virus dehors ? On va y venir. Mais vous êtes tous fous, vous êtes devenus tous cinglés. Je comprends tout à fait l'attitude du professeur Raoult. Les virus font partie de la vie. Nous en avons une quantité astronomique dans le corps. Chacune des cellules qui composent notre corps aurait en moyenne 10 bactéries.
Et quand nous savons qu'il n'y a aucune étude scientifique qui prouve l'efficacité du confinement ou aucune étude scientifique qui prouve l'efficacité du masque dans la situation que nous vivons, il y a de quoi se demander s'ils sont réellement fous. Comme disait Albert Einstein, la folie, c'est se comporter de la même manière et s'attendre à un résultat différent. Sur l'appréciation que vous portez, est-ce que vous pouvez reconnaître qu'il y a 4 semaines, vous avez peut-être péché par optimisme? Attendez, est-ce que vous voulez bien arrêter de me demander si je suis optimiste ou pas? Oui, je suis optimiste. Je n'ai pas de raison d'être pessimiste. La vie a toujours été merveilleuse. Mais quand la courbe s'envole juste après, est-ce que ce n'est pas les médecins marseillais, les autres, qui ont eu raison, tout simplement? Écoutez, vous voulez pas regarder? Tous les jours, je publie toutes les courbes. Regardez ce qui se passait à ce moment-là, et regardez y compris d'ailleurs ce que nous avons actuellement. Attendez, il n'y a pas d'explosion exponentielle, il y a une augmentation exponentielle des cas. Mais y compris dans cette situation, il n'y a pas une explosion exponentielle des l'hospitalisation en réa et à l'hôpital. C'est pas vrai. Parlons de la situation nationale. Et vous aimez à chacune de vos interventions, et vous avez raison, vous montrez les chiffres officiels. Ce sont les analyses ensuite qui divergent. Si on prend ces chiffres officiels, les chiffres nationaux, là on est sur le national, le nombre de contaminations. Alors même si ce sont des variants, mais ce nombre de contaminations, on est bel et bien passé de 10 000 début septembre à 20 000 à peu près à la fin septembre, peut-être un semblant de plateau, puis très vite à 30 000 début octobre, et aujourd'hui on est à 50 000. C'est donc bien une courbe ascendante. Est-ce que vous niez cette accélération? Non, mais je me demande si vous comprenez bien ce que je dis. Je me demande. Vous voudriez que je fasse le devin, je le fais pas. Pas le devin. Mais vous-même avez dit, écoutez-moi, je ne suis pas inquiet. Il n'y a pas matière à être inquiet. Non, mais c'est pas ma nature d'être inquiet. Pour l'instant, ce que je vois, vous dites, écoutez, ça, on pouvait le prédire. Moi, je vous dis, ça, on ne pouvait pas le prédire. La bonne blague avec les nouveaux cas. Vous savez certainement comment sont calculés ces cas, et il a déjà été expliqué à plusieurs reprises, les faux positifs. Le professeur Perron et bien d'autres l'ont dit également. Les tests PCR ne sont pas faits pour déceler les coronavirus. Le nombre de cycles utilisés est beaucoup trop important pour déceler une forme de virus qui pourra servir à quelque chose pour contaminer quelqu'un d'autre. Un nouveau cas qui vient d'être testé, s'il avait déjà été testé 15 jours auparavant, il est ajouté dans la liste, alors que c'est la même personne. Plus de 99% des cas positifs sont en très bonne santé. Le terme asymptomatique a été remis à la mode, comme ça un cas peut faire peur. Mais peut-être on peut dire je ne peux rien prédire, mais quand on dit je ne suis pas inquiet, ce virus est d'une gravité la plus faible qu'on ait vu depuis longtemps. C'est vrai. Enfin, il a changé. Ou alors, oui, il a changé peut-être ce virus. Mais enfin, on parle toujours du coronavirus 19. Non mais après, encore une fois, si vous voulez me donner des leçons sur le coronavirus, je ne veux pas vous donner des leçons, vous êtes mais ridicule. Vous savez bien que votre parole est très écoutée, professeur. Oui, mais pourquoi est-ce que vous croyez qu'on m'écoute? l'influence. Mais pourquoi vous croyez qu'on m'écoute? C'est parce que je dis toujours ce qui se passe au moment où ça se passe. Je fais pas de prédiction. Je vais vous dire, parmi tous les imbéciles qui prédisent, il y en a toujours un qui a raison. C'est comme ça. C'est la nature. C'est comme ça. Donc, dans toutes les prédictions, c'est pas possible. C'est comme tous les gens qui jouent aux courses, il y en a un qui gagne quand même. D'accord? Mais moi, je joue pas aux courses. Je regarde les faits. Il y a que les faits qui m'intéressent. Je ne suis pas ému parce que c'est pas ma nature. Et d'autre part, encore une fois, si vous voulez, je ne vis pas, y compris maintenant, je suis très triste pour vous que vous soyez désespéré. Moi, je ne le suis pas. Je ne suis pas désespéré. Et je regarde. Personne n'est Non, mais désespéré. moi, je regarde paisiblement pendant que vous vous excitez sur ce que j'ai pu dire ou pas dire. Moi, je regarde paisiblement, comme je fais tous les jours. Vous voyez, nous, c'est le mardi, c'est ce qu'on appelle la messe des morts. C'est-à-dire, on regarde tout ce qui est mort à l'assistance publique du Covid-19. Et donc, globalement, parmi les gens qui avaient moins de 80 ans, plus de la moitié avaient moins d'1 an d'espérance de vie. C'est ça ce qui se passe. Donc actuellement, on est en train de mettre le feu à la planète avec une chose qui est que des gens qui avaient une espérance de vie qui était entre 1 et 2 ans meurent ou mourront 1 ou 2 ans plus tôt. Donc vous dites que la mortalité n'est pas aussi grave que ce que laissent paraître les chiffres aujourd'hui. Non, parce que la mortalité, encore une fois... Vous dites ceux qui meurent, pour la moitié, ce sont des personnes qui seraient mortes de toute façon d'ici 1 an. Ah oui, plus de la moitié. Non mais ça, vous le savez, vous l'écoutez pas parce que vous regardez que ce qui vous intéresse. Mais moi, je l'ai dit, c'est pareil partout en Europe. Honnêtement, on sait que la moitié des morts déjà a plus de 85 ans. Dans ceux qui restent en dessous de ça,
Donc en dessous de ceux de 80 ans, il y en a la moitié dans ce que nous avons regardé ici, dans notre échantillon, qui est des gens qui avaient des cancers, pour un tiers, des gens qui avaient des pathologies associées très évoluées, et que donc il existe bien sûr des gens, probablement pour des anomalies génétiques, sur lesquelles une d'entre elles qu'on a identifiée avec Casanova, qui prédispose à des formes graves qui sont rares, mais globalement, les gens qui sont décédés, que nous avons pu observer ici comme partout ailleurs, sont des gens qui avaient une espérance de vie extrêmement faible. Donc vous dites, quand on voit cette courbe de mortalité, et rappelons que le dernier chiffre là c'était 116, mais on est à 257 hier, n'a pas lieu de nous inquiéter. Si on arrive à 1000 morts, si la courbe suit son cours, si on arrive à 1000 morts, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Si le Père Noël arrive à Noël, il arrivera à Noël. Pour l'instant, encore une fois, moi je ne projette jamais sur ce qui se passe. Je dis, et je répète... Ils sont jolis leurs graphiques. Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question pourquoi ils étaient autant en dents de scie ? Un autre phénomène important qui a été mis en lumière il y a quelque temps, c'est la différence entre mort avec la Covid et mort de la Covid. Car il y a aussi beaucoup de comorbidité, une espérance de vie dont va parler le professeur Raoult et des informations qui sont beaucoup plus discrètes. Ce sont les subventions dont je vous ai parlé au début de cette vidéo à propos des cas et des traitements. Tout ce qui relève de la Covid est extrêmement bien subventionné, bien mieux que toutes les autres pathologies. Il ne faut pas, je ne sais pas comment, je ne vais pas changer votre cervelle, elle est comme elle est. Non mais pardon. Non mais monsieur Pujadas, tout le monde se pose ces questions. Monsieur Pujadas, beaucoup de monde. La première question que tu dois lui poser, c'est est-ce qu'il Monsieur Pujadas, dans ses analyses. Monsieur Pujadas, j'ai une différence. Au quotidien, je fais qu'une chose, c'est tester, soigner les malades. Je peux vous dire une chose extrêmement importante d'ailleurs, c'est que je suis très content. Et comme ça, vous en aurez la primeur. On a un problème ici, c'est que les réanimations ont des difficultés à accepter des gens de plus de 80 ans. Et donc on a des gens qui ont besoin de passer un cap et qui ne peuvent pas le passer parce que les réanimations ne le prennent pas. Depuis peu, on a demandé, après beaucoup d'insistance, à avoir des équipements d'hyperoxygénation qui leur permettent de passer le cap. Et avec ça, on en sauve 20%. Donc il y a 20% de moins de morts que ce que l'on avait il y a un mois. C'est pas réoxygénation par entubage, c'est superoxygénation avec un masque. Qui étaient des dispositifs qu'on n'avait pas, que maintenant on a, qui étaient avant réservés au réa, que nous on a fait installer ici. Et avec ça, on a sauvé 20% de gens qui étaient condamnés après avis par la réa. Donc c'est du travail qu'on fait. On s'occupe des gens tous les jours. Mais personne n'en doute. Personne n'en doute, professeur. Simplement, c'est... Non, mais arrêtez de me dire que je me préoccupe pas des morts. Je fais que ça. Non, vous dites, je dis pas que vous en préoccupez et d'ailleurs, pas. Vous dites, ça n'est pas si alarmant de voir que ce nombre de morts remonte derrière la courbe des contaminations, à peu près en parallèle, avec 3 semaines de retard, ou 4. Il a emporté ces petits graphiques, donc il faut que ça serve. Regardez, les morts sont en augmentation. Et oui, toujours pareil, le journaliste ramène sur le terrain de la mort. Et remarquez comme il apprécie semer la confusion, mélanger les informations. Parce que ces personnes-là, finalement, seraient mortes de toute façon très vite. Arrêtez de dire ça. Non, je vous dis encore une fois, c'est compliqué. Hein. Vous êtes tellement binaire que c'est compliqué. Vous faites semblant d'être binaire, vous l'êtes. J'espère que vous faites semblant. C'est ce que vous m'avez dit il y a 5 minutes. Écoute, non. Ce que je vous ai dit, c'est que, 1, la mortalité est ce qu'elle est. 2, toutes les mortalités ne sont pas comparables, d'accord ? C'est quelque chose que on devrait apprendre dans les écoles quand on parle d'espérance de vie. Vous voyez, donc l'espérance de vie, c'est pas exactement la même quand on a 20 ans et quand on a 85 ans. Non, mais il y a une question philosophique qui est posée. C'est vrai, vous avez raison, et chacun peut avoir son appréciation. C'est pas philosophique. L'espérance de vie n'est pas la même à 20 ans et à 85 ans. À 85 ans, et quand vous avez un cancer, l'espérance de vie est relativement modeste. Donc ça, c'est une première chose. Donc il y a une vraie question, c'est, écoutez, voilà, quelle est la population, donc qu'est-ce que ce phénomène va changer dans l'espérance de vie à côté du fait que vous allez vous repaître le chiffre en disant 100 000, 10 000,
Attendez, regardons ce qu'est le changement de l'espérance de vie. Pour l'instant, ce que l'INED a fait jusqu'à présent ne montre pas de différence spectaculaire de l'espérance de vie. L'INED, c'est les professionnels, ces gens. Vous n'avez qu'à les consulter aussi. C'est l'Institut national pour la démographie. Eux, ils comptent pas les morts, ils comptent la baisse, la perte d'espérance de vie. Donc, encore une fois, oui, il y a des gens qui sont malades, y compris des gens en dehors de cette fraction-là. Oui, il faut y faire très attention. C'est la raison pour laquelle nous, on les détecte, on les teste, on regarde quelle est leur saturation en oxygène, on les examine et on détecte les gens qui ont éventuellement un risque en dehors de ce que l'on sait, c'est-à-dire les sujets âgés, d'évoluer vers des formes graves, car il existe quelques formes graves chez les sujets plus jeunes. Et d'ailleurs, à cet égard, vous le verrez, parce qu'on publiera ça, parce que tout ce que je vous dis, c'est pas des paroles en l'air. Moi, je ne suis pas un animateur télé. Tout ce que je vous dis, c'est publié ensuite dans des journaux scientifiques. C'est forcément des paroles en l'air, les journalistes. C'est des paroles du jour. C'est ce que ça veut dire, journaliste, non? Mais professeur, est-ce que vous comprenez la difficulté, c'est est-ce qu'on peut entendre que la situation n'est pas grave ou préoccupante, alors que près de Saint-Étienne, par exemple, les médecins demandent à l'armée de venir les aider en installant un hôpital de jour? Serait-il raisonnable qu'à ce moment-là, nous parlions de l'hôpital qui a été monté en 10 jours en Chine, au tout début de l'épidémie? Au grand mot, les grands remèdes. Parler de l'armée. On retrouve encore un discours de peur, un discours de guerre, alors qu'il s'agit d'un virus. Je vous en parlais au tout début de cette vidéo. Pourquoi ne parle-t-il pas des hôpitaux privés qui pourraient être réquisitionnés? Non, vous me alors que vos collègues marseillais disent qu'on est à 60% d'occupation en réanimation par les patients Covid. Non, mais d'abord, vous savez, chacun choisit ses interlocuteurs. Si vous choisissez les gens les plus nerveux, qui sont terrifiés déjà avant que ça commence, si vous voulez, c'est sûr que au moment où il y a des efforts à faire sur le bateau. C'est une situation générale en France et même en Europe. Donc tout le monde est nerveux. Tout le monde est nerveux, ce qui témoigne de quelque chose qui se passe en Europe de l'Ouest. Je suis d'accord, pas partout en Europe, l'Europe de l'Ouest, l'extrême ouest de l'Europe. Et l'Angleterre est une partie des États-Unis et pas tous les États-Unis, une partie. Il y a une civilisation actuellement qui est nerveuse, extrêmement nerveuse, pour de multiples raisons. L'Europe occidentale est particulièrement nerveuse. Ouais, vous dites, c'est d'une manière générale, pas tout le monde, mais presque tout le monde. C'est juste un révélateur. Pour moi, c'est mon point de vue. Mais la saturation des services de réanimation, par exemple, globalement, c'est un fantasme. Globalement, moi, j'ai essayé d'intéresser les gens à quelque chose qui est, mais là aussi, c'est pas des discussions. Il y a un truc qui se publie tous les ans par l'OCDE, qui est Human Health at Glance. D'accord. Donc moi, vous savez, je passe mon temps à travailler, je passe pas mon temps sur le plateau. Vous avez remarqué, je fais une exception une fois tous les 15 jours. Profitez-en. Si vous regardez ça, il s'est passé quelque chose en France. Terrible, d'accord? Terrible. La France a décidé, dans les années 70, de plus faire de médecins. Il n'y a plus de médecins dans ce pays. C'est un problème. Dans les pays de l'OCDE, on est loin derrière la médiane des pays de l'OCDE. D'accord? On n'a pas de médecins. Et on a les médecins les plus vieux d'Europe. Le nombre de médecins de plus de 55 ans dans ce pays est terrible. On n'a pas de médecins, on n'a pas de spécialistes, d'accord? Et on a une réglementation sur l'activité médicale qui est européenne, qui n'est pas du tout adaptée à ce que l'on fait, qui est d'une restriction d'activité qui est considérable, en particulier pour les anesthésistes réanimateurs. Donc nous n'avons pas ni suffisamment de médecins, ni suffisamment d'infirmières, et ça, il suffit de travailler à peu près 10 minutes pour le savoir. D'accord? Donc, il y a un vrai problème. Le deuxième problème, vous parlez des lits de réanimation. Il y a quelque chose que personne ne voit, ça c'est pas des prédictions, c'est de la pratique. Personne n'a réalisé que la réanimation, il y a 20 ans, ne prenait pas les gens de plus de 70 ans. Maintenant, on prend des gens jusqu'à 80 ans, qui est une population qui augmente. Ils restent plus longtemps en réanimation. On a plus besoin de réanimation. Et donc, cette évolution de l'activité est une évolution de l'activité qui, celle-là, était simplement suspectable sur l'augmentation de l'espérance de vie et l'augmentation de la qualité de la prise en charge de la réanimation. Donc bien sûr, il y a des problèmes structurels dans ce pays et les crises révèlent les problèmes structurels. Beaucoup pourraient partager ce jugement sur ces problèmes structurels. Oui. En tout cas sur peut-être le manque de lits, le manque de médecins, en particulier aux réanimations, le manque d'infirmières. Mais au-delà, et pour revenir sur la situation d'aujourd'hui, quand vous dites je ne fais pas de prévision, pardon, je voudrais vous ramener un peu plus en arrière. Vous disiez à la fin du mois d'avril et au début du mois de mai, vous disiez il n'y aura pas
de rebond. La deuxième vague, c'est de la science-fiction. Cette histoire de rebond, c'est une fantaisie, le virus va disparaître cet été. Vous le disiez, alors vous dites, je ne fais pas de prévision, mais quand vous dites ça, comment voulez-vous qu'on n'entende pas une prévision? Ça ressemble à tout, globalement, et en particulier une prévision. Non, mais globalement, c'est que là, vous vous mêlez d'un débat pour lequel vous ne pouvez pas vous mêler, c'est que vous considérez que c'est la même chose, et moi je considère que c'est pas la même chose. Parce que le virus a changé. Oui, mais en même temps, vous dites, c'est toujours le coronavirus 19. Oui, mais si vous c'est voulez, toujours les hôpitaux mis sous pression. Non, mais ça, c'est toujours la mortalité qui remonte. C'est toujours les contaminations qui sont en train de s'envoler. Et c'est toujours la même propagande de la peur, de semer la confusion, de faire des mélanges, des amalgames, de trafiquer les chiffres, etc., etc. Vous avez raison, expliquez-moi ce que c'est une bonne fois, puis comme ça je comprendrai. Je ne vous explique pas, mais comprenez que pour les hôpitaux c'est la même épreuve, pour les familles qui perdent un proche c'est la même épreuve. Oui, mais c'est la même épreuve, sauf que, si vous voulez, les coronavirus ont une spécificité qu'on voit dans notre groupe de virus s'appelle rhinovirus, et ils ont une spécificité qui n'avait pas été observée au cours d'une épidémie qui est particulière, c'est les capacités de recombinaison. C'est-à-dire que les coronavirus se recombinent avec les autres coronavirus. Et nous, on suspecte qu'en plus, ils se recombinent avec les rhinovirus, qui sont des virus extrêmement communs et qui vivent dans le même endroit. C'est-à-dire, c'est des virus qui se mêlent l'un à l'autre et qui donnent des variants. Ces variants, je vous le dis, c'est des choses, personne n'avait décrit de choses comme ça à ma connaissance. Nous avons des gens qui ont fait une infection. Et d'ailleurs, vous le voyez bien, si les gens pensaient que c'était possible, les gens ne feraient pas du vaccin. Nous avons des gens qui ont fait une infection en mai, qui ont fait une infection en août, avec un autre variant qui n'a rien à voir, et qui, entre les deux, avait une immunité des anticorps. Donc c'est quelque chose que l'on ne connaissait pas. Les gens ne faisaient pas, si vous voulez, le principe même du vaccin, je sais que c'est compliqué pour vous, mais le principe même du vaccin, c'est que quand vous êtes immunisé, vous ne refaites pas la même maladie. Donc là, nous sommes dans quelque chose, on pense qu'il y en a un qui est extrêmement propre, clair, pour lequel on a le génome à la fin. On a vérifié avec nos amis généticiens qu'on ne s'était pas trompé de tube et que c'était bien la même personne. Et on a regardé, il a fait une maladie avec le variant qui venait de Chine, il a fait des anticorps, il a guéri, il a fait des anticorps. Il a refait une infection 3 mois plus tard et c'est un autre virus, un autre variant. Un autre variant, mais le même virus. Un autre variant, sauf la différence, vous savez comment on définit un virus, vous ne savez rien, moi non plus. Donc c'est un autre variant auquel il était sensible alors qu'il avait des anticorps contre le premier variant. Et donc ça, moi, je ne pouvais pas le dire, ni personne. Ça n'était pas décrit à ma connaissance, ça n'existait pas. Vous ne faites pas 2 fois une grippe A, ni 2 fois une grippe B, ni 2 fois un VRS dans l'année, ça n'existe pas. Je vous pose la question autrement. Est-ce que vous convenez qu'il y a des règles de prudence, qu'on appelle les gestes barrières, le port du masque dans certaines circonstances, à observer? Vous avez fini avec ça? Non, je n'avais pas fini, mais j'attaque le sommet par la face ouest. Oui. Est-ce que vous convenez qu'il y a ces règles à observer? Et est-ce que vous convenez, vous en convenez, j'imagine, vous-même, on vous voit porter le masque régulièrement, je vois qu'ici, évidemment, vous vous lavez les mains 80 fois par jour, et est-ce que vous convenez du coup que vos messages ont pu, non pas inciter, mais pousser les gens à relâcher un peu leur vigilance, parce que vous êtes écoutés? Avez-vous remarqué la confusion du message du journaliste? Dans un sens, il dit que le professeur met le masque et se lave les mains, et dans un autre sens, il dit que le professeur Raoult suggère du relâchement. Vous n'êtes pas seulement un médecin, et vous le savez. Écoutez, je vais vous dire, j'ai probablement été un des premiers, j'ai refait ça d'ailleurs en Afrique. J'ai reviewé le premier papier qui montrait que c'était le lavage de mains qui était le plus efficace contre la transmission des maladies respiratoires. Donc c'est un papier du Lancet. Admirez la petite parade du journaliste pour reprendre la main et surtout ramener sur le terrain de la peur. Qui avait fait une étude absolument magnifique au Pakistan. Mais c'est pas ma question, professeur. Laissez-moi terminer. Je vous emmerde pas quand vous posez des questions, laissez-moi répondre. Et donc, bien sûr, nous avons, et d'ailleurs dès le début de la première crise d'infection respiratoire sur le variant H1N1, dit et répété, passer notre temps à dire, écoutez, il faut se mettre de l'alcool sur le main. Je peux même vous dire que j'ai téléphoné au ministre, à celui-ci, à un moment où les pharmacies n'avaient plus d'alcool, pour lui dire, écoute, n'a plus d'alcool dans les pharmacies, parce que les pharmaciens n'ont pas le droit de fabriquer de l'alcool à 70 degrés.
dans les 2 jours qui ont suivi, il a libéré cette activité après mon intervention. Donc, vous ne savez pas le 10e de ce que j'ai fait dans cette maladie. Je suis intervenu et je n'arrête pas de le faire. Je n'en doute pas, mais vos messages, est-ce qu'ils n'ont pas pu conduire à un relâchement? On dit bien que c'est le relâchement en juillet-août qui a conduit à cette reprise épidémique. Vous avez tort, mais vous avez profondément tort. En disant ce n'est pas inquiétant. En disant le virus ne renaîtra pas, même si c'est un variant. Vous avez tort. On ne peut pas, je pensais ça, je le pense encore, on ne peut pas sans arrêt surstimuler la population en disant, vous savez, il va vous arriver à des catastrophes, ça va être terrible. Vous allez, il y a un juste milieu, non, justement, affolé, et puis sembler dire que c'est terminé. Le juste milieu, c'est de soigner les gens. Voilà. Le juste milieu, c'est de soigner les gens. Votre rôle va au-delà du soin des gens. Non, et vous le savez. Mon rôle, écoutez, il y a suffisamment de gens qui jasent, vous avez plein vos plateaux. Moi, mon rôle à moi, il est de 2 choses. 1, je soigne les gens. Je suis très fier, je suis emmerdé à un point incroyable, historique pour soigner les gens. Donc, je soigne les gens. Et la deuxième chose, c'est que j'informe sur des données pratiques, vérifiables et reproductibles que j'ai tous les jours. Professeur, vous dites aujourd'hui, voilà, mon rôle, c'est simplement celui d'un scientifique qui informe sur mes données et de soigner les gens. Mais ici même, il y a 3 mois, quand je suis venu, vous m'avez dit, Olivier Véran me critique, mais Olivier Véran, regardez ses sondages de popularité, je suis plus populaire que lui. C'est bien que vous percevez que votre rôle va au-delà de ça, que vous êtes très écouté. Certains disent même que vous êtes un gourou. Ça vous concerne pas vous, ça concerne les gens qui vous écoutent. Mais en tout cas, votre parole, elle pèse. Donc vous ne pouvez pas vous contenter de dire je soigne et j'informe scientifiquement. Vous devriez vous poser la question de savoir pourquoi ma parole pèse. C'est une question. C'est que, si vous voulez... Mais elle vous engage, du coup, d'autant plus. Non, mais vous ne devez pas me dire ce que je dois faire, quand même. Vous êtes fou, vous êtes devenu cinglé aussi. Non, mais je peux vous confronter à vos précédentes déclarations. C'est mon rôle. Non, mais vous confrontez à ce que vous voulez. Encore une fois, vous n'avez pas à me dire si je dois être optimiste ou pessimiste, vous êtes fou. Ah non, mais je ne dis pas ce que vous devez dire. Je vous demande si parfois vous n'avez pas péché dans vos analyses et dans ce qui a bel et bien été des prévisions. Monsieur, non, ça n'a jamais été des prévisions. Je vous le dis et je le répète, je n'ai jamais fait de prévision. Je ne fais pas de prévision. C'est pas ma nature, et je le fais pas. Je préviens toujours que j'en ferai pas. Monsieur Pujadas, vous savez, les journalistes et moi en tout cas ont des natures différentes. Il y en a une qui est l'excitation pour la nouveauté. On sait bien que pour que les gens cliquent, si vous voulez, il faut parler de sexe ou de terreur ou de peur, et c'est ça qui attire l'attention. Pas un mot, j'extrais des phrases. Des phrases dont vous savez qu'elles portent. Je cherche pas le buzz dans votre mot, si vous voulez. Si vous cherchez pas le buzz, vous ne seriez pas à cette place. Non, vous avez bien conscience que vous avez créé un dissensus dans la communauté scientifique. Le conseil scientifique qui finalement avait raison quand il a dit fin juillet, début août, attention, on va sans doute très probablement vers une deuxième vague. Vous les avez régulièrement monsieur Pujadas, traité avec un peu de condescendance. Non, mais monsieur Pujadas, vous êtes capable d'expliquer pourquoi il n'y a pas eu du tout de deuxième vague en tout Extrême-Orient? Non, mais ça, c'est autre chose. Le conseil scientifique parlait de la France. Oups, le gros blanc. Bien sûr, personne n'a d'explication pour cela. Ou alors, elle est malvenue dans la conversation. Le rôle du journaliste est toujours de ramener l'information dans sa cour. Mais vous croyez que la France, qu'est-ce qui s'est fait particulier? Qu'est-ce qui s'est fait? Vous êtes incapable de l'expliquer. Donc c'est une prédiction. L'Extrême-Orient a de toutes autres habitudes. En tout cas, pas celle de l'hydroxychloroquine. Mais là, on va en parler tout à l'heure. Si. Taïwan, la Corée du Sud qui a arrêté de recommander le traitement. Non, mais ils n'ont pas de cas. Ils n'ont plus de cas en Corée du Sud. Enfin, soyez sérieux. Ce que je veux dire, c'est que l'Extrême-Orient a une toute autre habitude de ces virus. Et donc, je sais pas quoi, ils l'ont connu avant nous. Non, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. C'est-à-dire que, mais si vous voulez, une fois, ce que vous êtes en train de faire là, une fois, je l'ai fait en montrant un tour de carte où j'ai toujours raison. Vous faites la même chose que moi, je sais le faire. Hein. C'est-à-dire, vous me dites, regardez, ils ont prédit. Moi, je vous dis, non, mais écoutez, attendez, ça s'est pas passé du tout dans les 3/4 du monde. Ça s'est passé en France. J'ai une idée de la raison pourquoi. En réalité, je pense qu'effectivement, autant je suis pas sûr que le confinement avait une efficacité, autant je pense que la fermeture des frontières en avait une. Et c'est ce que les Chinois ont fait, c'est ce que les Italiens ont fait pour bloquer dans le sud, et que donc il s'est passé que en France, on a eu un afflux de gens qui arrivaient avec des variants qui étaient nouveaux, et que ces variants nouveaux sont implantés. C'est ce que je crois. C'est-à-dire que ça s'est pas passé en Chine parce que le flux d'étrangers qui sont arrivés en Chine par rapport à la population n'a rien à voir. Donc pour vous, l'Europe
occidentale est plus ouverte au mouvement de population, et c'est peut-être ce qui explique, pas seulement, mais ce qui expliquerait qu'elle soit plus touchée. D'une part, en tout cas, ce qui se passe là maintenant, moi je vois bien sur l'analyse des données que j'ai, les sources d'importation. Donc je vois bien, comme tout le monde a vu, que le premier il venait de Chine en passant par l'Italie, parce que encore une fois, on a la trace des génomes. Je vois bien que celui qu'on a eu cet été, il venait du Maghreb. Et après, d'ailleurs, tout le monde l'a vu, les bateaux ont cessé de circuler parce qu'on savait que ça arrivait comme ça. Et ensuite, je vois bien que ceux que nous avons maintenant, ce qu'on appelait le variant 4, vient d'Europe du Nord, je vois bien. Bon. Donc ça, c'est bien lié à des mouvements de circulation. Donc c'est vrai qu'il y a la circulation, c'est-à-dire en pratique la mondialisation avec des virus contagieux, comporte le risque qu'il y ait une transmission. Après, maintenant, il y a quelque chose qui est un peu différent. Les États-Unis, qui ont assez rapidement fermé leurs frontières, ont été très touchés aussi. Mais oui, mais sauf que on va pas ouvrir le débat sur les États-Unis. C'est un continent en soi. Si on ramène la situation, si on revient à la situation d'aujourd'hui, on s'attend à ce qu'il y ait de nouvelles mesures. Emmanuel Macron dit on pourrait s'exprimer lui-même demain. En tout cas, le gouvernement devrait annoncer de nouvelles mesures demain. Est-ce que vous convenez, vous, qu'il faut mettre, non pas un coup d'arrêt, parce qu'on n'arrivera pas à l'arrêter complètement, mais qu'il faut mettre un coup de frein majeur à la circulation du virus aujourd'hui? Le coup de frein pour l'économie, ça, tout le monde en convient, ils ont réussi. Pour le reste, voici la réponse. Ah oui, si quelqu'un sait comment on fait, oui, mais sur le principe, vous dites, on peut pas s'en passer, c'est-à-dire, encore une fois, mettre un coup de frein massif à la circulation, donc aux contaminations, qui après-demain seront les réanimations et peut-être pour une infime minorité les morts. Si vous voulez, encore une fois, personnellement, je suis pas comme vous et je fais pas de politique pour ça. Je suis un scientifique, donc j'ai trop d'interrogations. C'est pour ça que vous me dites des choses qui ne me concernent pas. J'ai trop d'interrogations, si vous voulez, pour prendre des décisions simples de nature sociale. Je ne sais pas le faire. Sans entrer pour l'instant dans la nature de ces décisions, est-ce que vous pensez qu'il faut agir ou qu'on peut laisser les choses telles quelles? À l'heure actuelle, je ne prononce pas là-dessus parce que je vois différentes stratégies se mettre en place, y compris en Europe. Donc la Suède a pris une stratégie à part, l'Allemagne a pris une stratégie à part. Et donc moi je suis un scientifique, je suis ni un politique ni un journaliste. Donc je ne vais pas vous dire la recette miracle, mais ce qu'il faut faire demain, j'en sais rien. Et vous n'êtes pas convaincu qu'il faut mettre un coup de frein? C'est pas la question. Vous allez répéter 10 fois la même chose, et puis je vais vous répéter 10 fois la même chose. Donc vous ne croyez pas me couillonner comme ça. Moi, regardez, prenez le péchil, franchement. Non, mais je vais vous dire, c'est incroyable. Vous êtes le seul qui donne pas de droit d'imbécile, c'est incroyable. Le rire détend l'atmosphère. Regardez de quelle manière le professeur ne rentre pas dans le jeu du journaliste. Didier Raoult est même amusé de cette bassesse. Personne ici ne nous prend pour un imbécile. Alors écoutez-moi, c'est parce que vous êtes un professeur écouté que je vous demande. C'est une question assez simple. Est-ce qu'on peut laisser circuler le virus? Je vais vous répéter. Ou est-ce qu'il faut mettre un coup de frein? Je vais vous répéter. Si vous savez comment on met un coup de frein avec ça, vous êtes fort. Est-ce qu'il faudrait mettre un coup de frein? Non, parce que je vous dis, ça veut dire, si j'avais une baguette magique, tous les gens sont là, espérer, attendez, qu'est-ce qui va se passer? Maintenant, il faut arrêter. C'est trop long, c'est trop dur, c'est trop difficile. C'est pas une manière de faire. La question, c'est, il y a des gens qui ont pris... Moi, je ne sais pas évaluer les stratégies à ce point. Personne ne sait les évaluer. Voilà. Personne. Les stratégies qui ont été prises, personne ne sait les évaluer. Donc, il y a des gens qui ont décidé de rien confiner du tout. C'est les Suédois. Il y a des gens qui ont développé extrêmement précocement, de manière extrêmement efficace, la prise en charge délocalisée et avec des tests faits extrêmement diffusés, comme l'Allemagne, et ça a très bien marché. Il y a des gens aujourd'hui, mais ça a bien marché en tout cas. Ça a bien marché jusqu'à maintenant. Après l'avenir, j'en sais rien. Peut-être que ce sera un désastre terrible. J'en sais rien. Ça a bien marché au printemps. Après, il y a des gens qui ont décidé de fermer les régions, comme en Italie, pour éviter la diffusion du sud vers le nord, du nord vers le sud, et ça a assez bien marché. Donc, si vous voulez, il y a des situations qui sont extrêmement contrastées, pour lesquelles actuellement, la seule corrélation qui a été tentée, c'est une étude qui est faite par celui qui regroupe un peu toutes les données qui viennent de France et qui regarde ce que fait
le CDC, qui dans cette occasion est pas mauvais. C'est Jarlier à Paris qui regarde et qui dit, pour l'instant, la seule corrélation qu'on ait entre toutes les mesures sociales que l'on ait et la mortalité, c'est la précocité de la mise en place des tests. C'est la seule. Ni le confinement, ni... pour l'instant, il n'y a rien dont on puisse dire, quand on compare la mortalité pays par pays, que c'est corrélé avec une baisse de la mortalité par million d'habitants. Précocité des tests, c'est-à-dire le modèle allemand. Et le nôtre. Décentralisé qui plus est, qui a permis aussi cette précocité, mais c'est vrai que dès la fin janvier, il s'était mis en branle sur cette question des tests. Et le nôtre, c'est ce qu'on a fait nous aussi. Si je vous dis... Non mais dites-le, ça vous arracherait la bouche. Sur la précocité des tests. Oui, sauf qu'on l'a fait de façon un peu désordonnée, tout le monde en convient. Si. Non, nous, Ah non, nous, vous, Marseillais. vous, les Non, Marseillais. je ne veux pas généraliser. Moi, je ne fais pas de généralité. Donc, Bon, d'accord. Moi, je parlais au niveau national. Mais Des généralités, de la confusion et un petit mais pour se faire plaisir. non, mais vous êtes parisien, vous croyez que tout se passe à Paris. Et moi, je suis Ah non, d'ici. je suis français, Je vois que pardon. tout ne se passe pas tout pas à Paris. uniquement marseillais, mais je reconnais que vous êtes évidemment, on vous attend aussi sur Marseille. Ce que je comprends de ce que vous dites, c'est que vous n'avez aucune certitude sur l'efficacité du confinement. Du confinement tel qu'il a été pratiqué au printemps, vous n'avez pas la certitude qu'il a mis un coup de frein majeur à la dissémination du virus. Non. Vous n'en avez pas de conviction là-dessus. Non, je ne sais pas. Je n'ai pas de conviction en compte non plus. Hein, mais Parce que quand on voit cette courbe, le confinement il est appliqué là, il y a une semaine ou 15 jours de retard, et puis on observe une chute énorme. Alors peut-être c'est une coïncidence. Non, vous savez, ça, je m'excuse, vous savez, c'est la courbe épidémique que l'on a, et c'est pour ça que la deuxième partie était vraiment une surprise, c'est la courbe épidémique que l'on a dans toutes les infections respiratoires annuelles. Une chute aussi rapide. Oui, oui. C'est une réalité que seuls les scientifiques honnêtes pourront valider. Une chute aussi Ouais, rapide les courbes. Non, je suis content que vous découvriez En un les mois. infections respiratoires, mais c'est toujours comme ça. Bon. Que ce soit la grippe, que ce soit le VRS. On a publié ça, il faut regarder vos articles. On a publié ça sur 20 virus différents. On dit un mot quand même de l'hydroxychloroquine. Combien de pays la recommandent dans le monde aujourd'hui? 11 pays seulement. 11 pays, alors Venezuela, Panama, Costa Rica, l'Ouzbékistan, l'Ukraine, l'Algérie, le Maroc, l'Égypte, l'Inde. Le Sénégal, le Congo, Alors, le Mali. elle peut être utilisée, mais je ne crois pas qu'il y ait de recommandation officielle. En tout cas, Donc beaucoup de pays ont renoncé à recommander l'hydroxychloroquine. Non, mais La Corée du Sud, la Suède, Non, mais- l'Italie, l'Allemagne, Non, mais la Corée du Sud. les États-Unis au niveau fédéral. Non, mais les États-Unis, c'est comme tout, vous refaites le coup de carte, j'ai toujours raison. Non, aux Non, États-Unis, c'est pas il y a le la cas. moitié des États dans lesquels ils en donnent. Ah, mais je La dis au moitié niveau des États. fédéral, l'agence Non. du médicament a dit nous ne recommandons plus l'hydroxychloroquine. Alors qu'elle l'a recommandé. Et encore une fois, les États-Unis, c'est une fédération d'États. Dans les États, vous savez qu'en plus de ça, c'est les États démocrates qui sont contre l'hydroxychloroquine et les États républicains qui sont pour. Donc les choses sont plus compliquées que ça. Elles sont très complexes. Voilà. Bon, mais l'administration centrale ne la recommande plus. Est-ce que Chacun se retranche dans ses réalités, car ils utilisent seulement la vérité qui les intéresse. Dans ce cas précis, le journaliste veut valider l'opinion du conseil scientifique et du gouvernement, à savoir que l'hydroxychloroquine est dangereuse. Il ne fait que répéter sa leçon. là aussi, vous ne vous dites pas peut-être que j'ai surestimé l'efficacité de l'hydroxychloroquine? Non, mais c'est pas la question se pose pas comme ça. Si vous voulez, si vous pensez ou si quelqu'un pensait qu'il y avait une pilule miracle, moi je serais content de voir une pilule miracle. Nous globalement, si vous voulez, dans les gens qu'on a pris en charge, et on a pris beaucoup en charge puisqu'il y a 13 000 personnes qui ont été prises en charge ici sur le plan thérapeutique, ici, dans cet endroit-là, on n'a pas eu de mort injustifiable chez les gens qui ont été traités. C'est pas arrivé. Vous dites j'ai eu 0,45% de mortalité. On est tout près du niveau national. Non, mais non, vous rigolez. Vous rigolez. Je vous montrerai, enfin, vous les verrez, il y a les documents, je pense qu'ils doivent être en ligne maintenant, d'ailleurs, les documents sur la mortalité hospitalière en France et la mortalité en réanimation en France, et puis vous verrez celle par région.
et puis vous verrez celle que l'on aura. Et écoutez, honnêtement, vous pleurerez comme beaucoup de gens qui sont comme vous, qui me téléphonent après m'avoir interviewé pour me demander si je peux les traiter. Non, mais le juge de paix, c'est pour 100 personnes positives, combien, ou 1000 personnes positives, Non, mais vous le savez. et combien il y a de morts au final? Non, C'est non, parce ça que, le juge de paix. Non, parce que parce que ça, c'est vrai. Je m'excuse. Hein, là aussi, ça, c'est vrai. Si vous savez qui vous avez testé, c'est un premier point. Vous savez qui vous avez testé, combien de gens vous avez testé. Donc, si la proportion de gens que vous avez testés, bien sûr, c'est à partir de ça que vous pouvez établir une mortalité. Et puis ensuite de ça, ce qui est le dénominateur, si vous voulez vraiment avoir une notion de la gravité, c'est le pourcentage de morts chez ceux qui ont été hospitalisés. Ça, c'est un pourcentage qui est à peu près comparable. Mais par exemple, pour le nombre de gens testés, vous savez bien que nous, on a fait probablement plus de tests dans les 2 premiers mois que dans Paris tout entier. Ah non, mais c'est sûr. Je parlais sur 100 personnes positives ou 1000 personnes positives, c'est-à-dire un pourcentage. Oui, mais c'est pas les mêmes positifs. Souvenez-vous qu'à Paris, ça a beaucoup irrité le directeur de l'assistance publique. Mais enfin, le premier cas qu'ils ont eu, ils ont refusé de le tester. Alors, quand même, c'est un pauvre Chinois qui a 80 ans, comme il n'était pas muet même, ils l'ont pas traité, ils l'ont laissé rentrer chez lui. Donc, les gens que nous, bien sûr, les gens comme ça, on les testait. Donc, vous voyez bien, on testait pas la même population. Donc, il y avait un vrai problème au départ. Rappelez-vous l'époque morbide où les corps étaient systématiquement incinérés. Cela rendait impossible les autopsies pour en savoir plus à propos du virus. Le deuxième effet, c'est aussi d'attribuer des morts à cause de la Covid alors que c'était encore de la comorbidité. De décider de ne pas tester. Et donc, je vais vous dire une chose, monsieur Pujadas, parce que vous m'intéressez. Oui, je suis content de vous intéresser, mais vous m'intéressez. Vous voyez, il y a 2 choses qui m'intéressent très énormément dans ce pays. La première, on voit bien que c'était une énorme erreur de dire aux gens, il ne faut pas vous tester, il faut rester à la maison, prendre du Doliprane et pas voir votre médecin. C'est monstrueux. Tout le monde le reconnaît aujourd'hui, je crois. C'est monstrueux. Mais moi, je vous entends pas beaucoup en parler. La deuxième chose, qui est quelque chose qui est incroyable, c'est que vous vous êtes fait promener sur la toxicité de l'hydroxychloroquine et vous n'avez jamais voulu le dire. Vous avez remarqué que je ne vous en parle pas. Et je ne vous en ai pas parlé la dernière fois. Parce que là-dessus, vous avez tort de ne pas en parler. Parce que je vais vous dire, il y a 2 études qui étaient en cours en France, qui avaient été imposées en partie par le président, de tester l'hydroxychloroquine dans Recovery et l'autre dans l'étude dite Danger. Ces 2 études ont été arrêtées par le ministre de la Santé au moment où la folie que n'importe quel scientifique, pas vous, c'est pas votre métier, mais moi c'est mon métier. Donc moi, j'ai immédiatement vu que 4 pingouins que personne ne connaissait, qui rapportaient 90 000 cas de Covid, c'était pas possible. C'est une histoire de prestidigitation. Je l'ai pas cru. Mais l'OMS l'a cru. Alors vous voyez quand les grands scientifiques, l'OMS vous dit ça, vous vous rendez compte, la NSM dit ça, le ministre de la Santé disait un truc qui est juste incroyable et qui a été rétracté immédiatement parce que les gens disent mais vous êtes des fous. Pourquoi cette analyse-là, vous vous dites pas mais pourquoi tout le monde a voulu croire cette histoire? Pourquoi les gens ont pu croire quelque chose que personne qui réfléchit 3 minutes peut croire? Que le médicament le plus prescrit du monde s'est mis à tuer 10% des gens. Nous sommes maintenant tous au courant qu'il y a des conflits d'intérêts phénoménaux et des sommes d'argent également colossales en question. Ce que peu de gens savent, c'est pourquoi des analyses en France ont été stoppées quand elles allaient présenter de bons résultats, et également pourquoi d'un coup, au moment où elle aurait le plus servi, l'hydroxychloroquine a été classée comme substance dangereuse. Quand il recevait ce médicament pendant 10 jours. Comment vous avez cru ça? Professeur, il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas crues, et surtout a posteriori, il y a beaucoup de choses dont on a réalisé qu'elles étaient fausses, ou qu'elles étaient mal faites, ou mal pensées, à commencer par beaucoup d'éléments de la stratégie du gouvernement sur les masques ou de discours, sur les tests, et sur la toxicité de l'hydroxychloroquine. Honnêtement, on n'en a jamais fait des caisses. Parce que on s'est dit que c'était pas ça le problème. Le problème, c'était est-ce que c'est efficace ou pas? Si, parce que la crise de nerfs de la civilisation occidentale, elle tient sur l'hydroxychloroquine, mais elle tient aussi pour d'autres raisons sur le remdesivir. Donc depuis le début, on veut nous faire bouffer du remdesivir. On sait depuis le début que ça ne marche pas. Est-ce que vous m'avez jamais entendu dire que ça marchait? Laissez-moi terminer. Mais justement, pourquoi vous expliquez pas que ce truc qui ne marche pas, qui fout, ça c'est toxique, hein? On le sait depuis le truc d'Ebola, ça fout des insuffisances rénales. Parce que la France recommande le remdesivir. Oui,
Oui, je peux vous dire. Moi, j'ai reçu un truc. Pas de recommandation de l'Agence du médicament pour le remdesivir. Moi, je peux vous dire. Attendez, parlons chacun des choses qu'on connaît. Moi, je reçois de la publicité de Gilead. Là, j'ai reçu ça la semaine dernière en disant, écoutez, l'Europe en a acheté pour 1 milliard, donc vous pouvez en commander, c'est gratuit. Et j'ai reçu un mot de la Direction générale de la santé qui nous disait, écoutez, si vous voulez du remdesivir, c'est gratuit, vous n'avez qu'à le commander. La France, c'est pas la France, le directeur général de la santé. Bon, enfin, il n'y a pas de recommandation officielle de le remdesivir aide à soigner. Vous êtes d'une bonne foi. Et vous savez que le remdesivir, lui, il a une RTU que n'a pas eu l'hydroxychloroquine, quand même. Vous savez ça. Expliquez RTU parce que... Une RTU, c'est que quand quelque chose commence à être d'usage, dans un usage qui n'était pas prévu, eh bien, on donne une autorisation temporaire d'usage. C'est un système qui a été mis en place par mon ami Dominique Maranaki, qui était directeur de la NSM avec celui-là, et qui pense exactement comme moi. Donc, il ne faut pas me dire que le directeur de la NSM actuel, il pense scientifique, parce que l'autre, c'était un vrai scientifique, et qui pensait exactement l'inverse. Donc, c'est des humains qui pensent des choses pour des raisons que je ne comprends pas, et qui prennent des décisions pour des raisons que je ne comprends pas, mais qui ne sont pas scientifiques. En tout cas, le remdesivir n'est pas prescrit aujourd'hui par les médecins ou les professeurs français. Je ne crois pas que les médecins, après ça, vont le prescrire. Mais encore une fois, vous échappez aux questions. Ah non, j'échappe pas. Si, là, c'est vous qui mettez sur ce sujet sur la table. Moi, je l'ai pas mis sur la table. Je considère que ça n'est pas un sujet. Pour moi, les sujets, c'est la prise en charge des malades. Ensuite, vous me posez la question, c'est vous me posez la question sur l'hydroxychloroquine. Je vous le dis, voilà, nous, on observe. Je dis qu'il est en recul partout dans le monde. Et que quand vous avez dit devant le Sénat, il y a 4 milliards 800 millions de personnes qui vivent dans des pays qui recommandent l'hydroxychloroquine, ça n'est pas la réalité. Ça fait 1 milliard 700 millions de personnes. La réalité, c'est l'Inde, la Chine n'en a plus. La Chine ne le recommande plus. La Chine ne le recommande plus. Faites gonfler. C'est un fait. La Chine, c'est les premiers à les avoir recommandés, ils n'ont plus de Covid. Comme la Corée du Sud l'avait recommandé, comme les États-Unis au niveau fédéral l'avaient recommandé, et ils ne le recommandent plus. Ils ont laissé tomber. Non, ils n'ont pas laissé tomber, ils n'ont pas de Covid. Vous êtes d'une mauvaise foi terrible, il n'y a pas de Covid en Chine. Pour ceux qui l'auraient, il n'y a pas de recommandation. Ce n'est pas recommandé, alors pourquoi l'armée française a commandé des gros stocks d'hydroxychloroquine et que des grandes personnalités utilisent le traitement du professeur Raoult? La Chine recommande aujourd'hui l'hydroxychloroquine pour vous. Elle ne recommande pas l'hydroxychloroquine, il n'y a pas de Covid. Vous savez ce qu'ils font les Chinois? Ils font une chose qu'on n'a pas fait nous, avec laquelle je suis d'accord. Les Chinois, quand on leur a demandé pourquoi ils ne faisaient pas d'études contre placebo, vous savez ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, nous, vous savez, dans notre culture, de ne pas soigner les gens, ça ne se fait pas. Et je suis d'accord avec vous. Vous avez remarqué que je ne vous ai pas réinterrogé sur non, mais c'est moi qui la randomisation des études. Ils ont publié ça dans le Lancet. Quand on leur a demandé, ils ont dit, on ne fait pas d'études contre placebo parce que c'est contraire à notre culture et à notre morale de ne pas traiter les gens. Et je suis d'accord avec ça. D'accord. Et la Chine disait, la Chine disait et continue à dire et continuera à dire, écoutez, traitez les malades comme vous voulez, mais ne mettez pas plus de 3 antiviraux à la fois, ce qui fait que dans les séries chinoises, vous trouvez des gens qui ont de l'hydroxychloroquine, qui a du lopinavir, qui a des herbes chinoises, qui a de l'interféron alpha, et donc la Chine n'a jamais interdit l'usage de l'hydroxychloroquine. Et encore une fois, non, je parlais de recommandations parce que c'est vous qui en parliez. Mais pardon, d'ailleurs, au passage, professeur, la Chine a confiné, et avec quelle force, et c'est peut-être aussi comme ça qu'elle a mis un terme à la circulation du virus. Encore une parole en l'air pour conditionner les esprits, pour faire croire que le confinement est une solution. C'est du Moyen-Âge. Bon. Moi, je ne vous ai pas dit non. Vous savez, il y a une différence entre vous. Vous croyez qu'on peut tout savoir et moi non. La plupart du temps, je réponds je ne sais pas et je ne peux pas prédire. Et vous voudriez me faire dire l'inverse. Non, c'est la géographie. On regarde les expériences des uns et des autres. On arrive au terme de cet entretien. Et je voudrais vous citer un autre propos que vous avez tenu le 20 août. Il ne faut pas avoir honte de changer d'avis si on s'est trompé. Tout à fait. On a l'impression que vous, c'est j'ai eu tout bon sur toute la ligne. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Comme je vous le disais au début, certaines questions sont trop conditionnées pour y répondre. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Depuis tout à l'heure, il n'y a aucun de vos propos dont vous vous dites « je ne le redirai pas ». Ah ben ça, je peux vous dire, si. Il y a une chose, c'est que, je peux vous dire une chose, c'est que ce que je n'avais jamais vu, et que donc je ne prédisais pas, je prédis rien, mais j'ai dû dire à un moment, écoutez, ça me paraît hautement improbable, c'est que une population qui avait vu passer une épidémie puisse faire dans les 3 mois qui suivent une autre épidémie
est quelque chose que je ne prédisais pas, qui n'a jamais été vu dans les infections virales respiratoires, qui est quelque chose de nouveau, et qui est expliqué de mon point de vue par le fait qu'il y a des variants qui sont résistants à l'immunité acquise par le premier variant. Donc ça, c'est quelque chose que je n'ai jamais vu, je ne savais pas que ça pouvait exister. C'est un modèle qu'on ne connaît pas. Moi, je ne le connais pas. Encore une fois, je vous le dis, on vient de publier sur quelques années 12 000 tests positifs avec tous les virus respiratoires. On voit toutes les courbes sont en cloche comme ça, et puis voilà, sont en cloche. Il y en a une qui est différente, c'est celle des rhinovirus, qui est toute l'année comme ça. Je ne savais pas. Et personne n'avait vu d'épidémie d'infection respiratoire qui se déroule de cette manière-là. De la même manière que le professeur Montagnier n'avait jamais vu un virus créé par l'Institut Pasteur. En tout cas, ce ne sont que des suppositions. Donc, très bien, maintenant je sais que ce modèle existe, c'est bien. Voilà, je ne savais pas que ce modèle existait, mais personne ne le savait, de mon point de vue. Personne ne le savait, mais ceux qui ne le savaient pas, comme vous ne le saviez pas, on dit du coup, soyons prudents, appliquons le principe de précaution, souvent appliqué à l'excès, je vous le concède, vous l'avez écrit dans plusieurs de vos livres, mais là, en l'occurrence, peut-être que ce principe de précaution, il était très très utile. Non, mais j'en sais rien du tout. Si vous voulez, moi, je crois plus au principe d'action. J'ai d'ailleurs développé très précisément. Moi, j'ai rien du tout contre le principe de précaution. C'est pas. Vous vous êtes moqué du conseil scientifique en disant qu'il était trop alarmiste. Je me suis moqué du conseil scientifique pour bien d'autres raisons, mais je me suis moqué du conseil scientifique pour des raisons qui sont bien plus complexes que celles-là. Encore une fois. Aussi pour celle-là. Non, mais encore une fois, si vous voulez, si vous aviez lu mon avant-dernier livre sur les épidémies, les gens qui ont prédit des millions de morts pour tous les épisodes chaotiques que nous avons eus depuis 20 ans, on en a eu beaucoup. Donc, si vous voulez, il y a toujours des gens qui prédisent qu'il va y avoir des catastrophes. La plupart du temps, ces catastrophes ne se passent pas. Une fois de temps en temps, d'ailleurs, si vous aviez lu la dernière ligne de ce livre, je vous le conseille, pas très cher, c'est il faut faire attention, pas faire comme Pierre et le loup, parce qu'un jour, le loup va arriver. C'est comme ça que je conclue mon livre, quand même. Donc, je ne savais pas que ça serait le Covid-19, le loup, j'en savais rien du tout. Hein. Mais, simplement... C'est le loup pour vous, aujourd'hui. Ah, c'est grave. C'est grave pour deux choses. Il y a deux choses qui sont en parallèle et deux choses que j'écrivais en parallèle. Vous verrez comme ça dans un de mes prochains livres. C'est que, nous avons une civilisation dont le modèle est en train de changer. C'est très compliqué. Et donc, ce qui se passe là est un révélateur d'un changement de civilisation, un vrai révélateur. Et alors là, on quitte le terrain de la médecine, mais quand vous dites changement de civilisation, vous voulez dire culturellement? On change pas de domaine de la médecine. En réalité, si vous voulez, le vrai affrontement qu'il y a derrière l'hydroxychloroquine contre le Remdesivir, c'est on est dans une course en avant technologique, on aura toujours une nouvelle solution technologique pour chaque nouveau problème. La technologie et surtout l'argent. C'est pour cette raison que nous sommes plutôt en décroissance, car il va y avoir des avancées au profit de l'argent plutôt que de la science ou de la technologie. Et ça n'a pas fait la preuve d'une réalité observable depuis 20 ans. Donc depuis le XXIe siècle, en réalité, notre capacité à découvrir de nouvelles molécules pour résoudre de nouveaux problèmes être une illusion. Est proche de zéro. Donc moi, en maladie infectieuse, il y a un exemple, il n'y en a pas d'autre. L'idée qu'il va y avoir des nouveaux vaccins pour résoudre les nouveaux problèmes est aussi quelque chose qui n'a pas été réalisé. Et si vous regardez sur le site de l'OMS, les vaccins disponibles, il faut regarder dans les maladies émergentes, ce qui est disponible, il n'y a rien du tout. Donc il y a une vraie... on est resté sur le modèle sur lequel on vit depuis 150 ans. L'innovation technologique va nous permettre de résoudre tous les problèmes au fur et à mesure qu'on les verra. Et puis il y a deux choses qu'on n'a pas vues, c'est que probablement on arrive un peu... à quelque chose qui est proche du sommet de ce qu'on peut atteindre en espérance de vie. C'est possible qu'on ne dépasse pas beaucoup 80 ans ou 85 ans d'espérance de vie au niveau d'une population. Il y aura quelques centenaires et puis d'autres qui mourront plus jeunes avant qu'on trouve des solutions. L'allongement indéfini est sans doute là aussi une illusion. C'est une illusion aussi. Et d'autre part, il y a quelque chose qui ne marche pas du tout, et c'est le vrai problème de l'hydroxychloroquine, qui est bien antérieur à ça. Moi, ça fait bien longtemps que j'ai ces discussions et ces stratégies thérapeutiques.
c'est que les molécules chimiques ne collent pas du tout dans le modèle de la modernité et de l'innovation parce qu'elles sont immortelles, elles sont éternelles, les molécules chimiques. Et donc, vous posez un brevet de 20 ans sur un truc qui est éternel, ça n'a pas de sens, vous voyez. Comment on utilise, ça a été découvert une fois, puis c'est fini, c'est découvert. La pénicilline, c'est pas nous qui l'avons inventé, c'est les microbes. Mais maintenant qu'on sait ce que c'est, viendrait dans 1 million d'années, s'il y a encore des gens dans 1 million d'années, la pénicilline sera la même. Vous allez pas, on peut essayer, on améliore un peu, on tripote, machin, tout. C'est pas bien sûr qu'on les améliore toujours. Et donc on est parti, beaucoup de produits, dont beaucoup étaient naturels, pour une chose. D'abord, notre imagination nous a fait croire qu'elle servait qu'à une chose parce qu'on l'avait trouvée pour cette chose. C'est pas vrai, bien sûr. Beaucoup de molécules font plusieurs choses à la fois, comme l'hydroxychloroquine, mais comme beaucoup d'autres. Hein. Ça, c'est une chose. Et ce qui explique un des grands projets monstrueux, d'où la France est en partie absente, et c'est dommage, qui est le repositionnement des molécules anciennes. C'est à quoi ces molécules peuvent servir d'autres. C'est de la science dure, c'est la vraie science. Malheureusement, c'est les Chinois qui se ruent là-dedans, encore une fois. Et puis la deuxième chose, c'est de trouver des modèles économiques de développement pour des molécules qui ont plus de 20 ans, mais qui sont très utiles. Si personne ne les développe, ces molécules ne peuvent plus être utilisées parce qu'elles ne sont pas rentables. Et si elles ne sont pas rentables, on se prive d'un arsenal, d'un patrimoine, de quelque chose qu'on a constitué dans le siècle précédent, que l'on ne sait pas utiliser parce que notre modèle ne s'est pas adapté à la brevetabilité des molécules, à leur utilisation comme une partie du patrimoine de l'humanité. Donc ça, c'est un problème, et c'est un changement radical de pensée, en particulier médicale, sur la réponse technologique à offrir à des situations telles que celle-là. Merci professeur Raoult de nous avoir accordé cet entretien. Et bien entendu, merci également à vous d'avoir écouté jusqu'au bout. À très bientôt pour de nouvelles vidéos.